Donc, je suis déléguée adjointe de Jean-Claude Couturier, qui est le délégué en titre du département 54. À côté, Sylviane Lemaine, qui vient de Bretagne et qui va vous faire un témoignage de l'euthanasie ratée de sa fille. Alors, euthanasie clandestine, bien sûr, puisque la loi n'est pas passée en France. Euthanasie ratée et clandestine. À ma droite, vous avez Christine Cernel, qui vient de Belgique. Et elle, en contrepartie, elle vous parlera de l'euthanasie de sa maman dans un pays où la loi est légalisée et où c'est une autre façon d'appréhender cette période douloureuse d'une fin de vie. Vous avez le docteur Yves Delop, qui est un médecin qui vient de Bruxelles, qui vous parlera aussi de la loi en Belgique. C'est un médecin généraliste qui pratique des euthanasies dans son pays puisque la loi l'y autorise. Et à côté, vous avez le docteur Michel Redstock, qui est nouvellement retraité, qui était médecin en Moselle, voilà, médecin généraliste en Moselle, et qui, lui, malheureusement, ne pouvait pas pratiquer des euthanasies puisque c'est interdit. Bonsoir, je m'appelle Sylviane Lemaine, j'ai 65 ans et je vis avec mon père dans le Finistère en Bretagne. J'ai exercé en qualité de secrétaire médicale, puis secrétaire dans une petite mairie du Finistère et ensuite à la mairie de Paris. Et ensuite parapsychologue conseil à Nantes et je suis retraitée depuis 2007. Coralie, ma fille unique, est décédée par euthanasie à l'âge de 20 ans au terme de 2 ans et demi d'un cancer des os du visage, un ostéosarcome maxillo-facial rare et incurable. Le drame de l'euthanasie, je peux donc en parler en connaissance de cause car je l'ai vécu. Début 2008, en découvrant à la télévision le visage défiguré et douloureux de Chantal Séguir, le souvenir traumatisant du visage de Coralie a été vivement réactivé dans ma mémoire et celle des personnes qui l'ont aimé, rencontré ou soigné. Puis j'ai créé un dossier euthanasie dans mon site internet www.abaneno.fr où j'ai publié l'histoire de la maladie de Coralie, ses photographies et de nombreuses informations ainsi que des articles. Coralie est décédée par euthanasie le 9 septembre 1993. Malheureusement, l'euthanasie a été ratée, le médecin n'ayant pas les bons produits. Et comme Coralie ne mourrait pas, en désespoir de cause, il a été obligé de l'achever en l'étranglant de ses propres mains. J'ai volontairement publié ces photos bouleversantes de Coralie. Ceux qui le veulent peuvent donc découvrir ainsi à quoi ressemble une jolie jeune fille défigurée, une malade incurable en fin de vie qui demande une assistance à mourir dans sa propre maison, dans son lit, dans la dignité, la paix et l'amour, entourée des siens. Une jolie jeune fille qui refuse de mourir seule à l'hôpital en soins intensifs ou palliatifs, si performant soit-il. Cela fait maintenant 19 ans que Coralie a fini de souffrir, on l'a aidé à partir, donc euthanasie clandestine à la maison. Rater sa vie, c'est beaucoup, mais rater sa mort à 20 ans, c'est trop. Envers et contre tout, divers protocoles de chimiothérapie ont donc été pratiqués en désespoir de cause, inutilement d'ailleurs, car les médecins savaient parfaitement que cette tumeur osseuse chimio-résistante était incurable. Ces chimiothérapies ont seulement ajouté à ses souffrances. Alors elle était assise sur son lit et elle me disait « Maman, je crois que je vais mourir ». Et je lui avais répondu « Oui, en effet, je le crains, mais bon, ne t'inquiète pas, quand tu en auras marre, on pourra t'aider à partir ». Je n'avais même pas vraiment réfléchi à la question, pour moi c'était une évidence. Et elle m'avait alors longuement interrogée, nous avions abordé toutes les questions essentielles, le suicide assisté, son décès, ses obsèques, la crémation, la vie après la mort et toutes ces choses auxquelles normalement on ne pense pas à 20 ans. Coralie a téléphoné aux membres de notre famille et à ses amis pour dire « Pardon, au revoir. Au revoir, je vous aime, demain je ne serai plus. » Au revoir, je vous aime, demain je ne serai plus là. Évidemment, tout le monde pleurait et lui disait « On t'aime, Coralie. » Ce à quoi elle a rétorqué « Mais pourquoi tous ces gens ne m'ont pas dit avant qu'ils m'aimaient ?» Voilà, donc pour vous dire que c'était très émouvant, c'était très particulier et très dur. Très stressant, très, vous voyez, les émotions ressurgissent malgré que je crois être blindée, mais en fait je ne le suis pas.
Les échanges, les préparatifs, les adieux, les photos, tout le cérémonial ainsi que son agonie ont duré une journée et une nuit entière. Coralie nous a parlé longtemps, elle était consciente et lucide malgré sa somnolence. Et elle répétait « Attendre? Attendre quoi ?» De quel droit un être humain en fin de vie doit-il être condamné à des souffrances inutiles et supplémentaires? Si vous aviez entendu Coralie murmurer au milieu de la nuit « Je vous entends, c'est dur de mourir, j'essaie, je n'y arrive pas. » Coralie est donc partie dans l'autre monde violemment après une insupportable agonie. S'il avait existé une loi humaine, Coralie serait morte en paix, libérée en douceur, et nous ne serions pas restés gravement culpabilisés et traumatisés. Pourtant, une majorité de Français, y compris une majorité de catholiques modérés, veulent une loi de liberté de choix de fin de vie, une loi de dépénalisation de l'euthanasie active, respectant leur ultime liberté, leur pouvoir de décider en conscience de leur propre mort. Nous voulons la liberté d'avoir la possibilité, le cas échéant, de bénéficier d'une aide active à mourir en toute légalité et en toute transparence. Je ne cesserai donc pas de témoigner, dénoncer, accuser et militer, notamment sur mon site internet, tant qu'une loi de liberté ne sera pas votée en France, des libertés, égalité, fraternité. Liberté, oui, nous voulons la liberté pour chacun de choisir sa fin de vie en rédigeant ses directives anticipées pour éviter ou abréger une éventuelle dramatique agonie. Égalité, oui, égalité pour tous, pas seulement pour ceux qui ont les moyens d'aller en Suisse ou ailleurs. Égalité pour tous pour une fin de vie non clandestine, paisible, sans être obligé de se débrouiller avec les moyens du bord, ou sans être obligé d'aller mourir dans un pays étranger en étant contraint de supporter une fatigue additionnelle et des dépenses superflues. Fraternité, oui, dans le cadre d'une compassion authentique pour les mourants de la part des citoyens, mais surtout des membres du gouvernement, au-delà des dictats médicaux, au-delà des dogmes religieux, sectaires, sans tabou. Et de l'étymologie du mot euthanasie, qui vient du grec « qui veut dire bien, et thanatos, qui veut dire mort. En effet, il ne faut pas confondre euthanasie et tuerie. Euthanasie signifie bonne mort ou belle mort. Dans l'Antiquité, ce qualificatif était utilisé pour indiquer une mort réussie. Et contrairement aux mensonges de certains détracteurs, une vraie loi euthanasie n'empêchera en rien les soins palliatifs ni la liberté individuelle. L'histoire de Coralie est publiée dans 100% vrai au moment où, comme le président Nicolas Sarkozy, malgré des promesses électorales opportunistes, le président François Hollande et certains politiques continuent de tergiverser. En effet, le 17 juillet 2012, François Hollande confiait au professeur Didier Sicard, ancien président du Comité consultatif national d'éthique, la mission de conduire un énième grand débat. Je rappelle que 16 propositions de loi ont été déposées à ce jour et les plus récentes ont été scandaleusement court-circuitées par le précédent gouvernement UMP. Combien de mois et d'années faudra-t-il encore pour sortir de l'hypocrisie? Qui a le droit de juger et de décider arbitrairement du droit fondamental de chaque être humain dans ses choix de vie et de mort? Si elle veut raviver son aura, la France, pays des droits de l'homme, se doit d'être à l'avant-garde et non à l'arrière-garde, y compris en ce qui concerne un débat de fond qui n'a hélas que trop duré pour une loi autorisant l'euthanasie active médicalement assistée. Tous les Français doivent prendre conscience que ça n'arrive pas aux autres. Qui sait ce que nous réserve notre avenir, notre fin de vie? Soyons humains, soyons humanistes. Merci. Maintenant, je vous propose de passer au témoignage de Christine. J'habite la Belgique, je suis belge et j'ai eu la grande chance d'être élevée dans une famille progressiste et ma mère l'était tout particulièrement. Dès ma tendre enfance, elle me parlait déjà et me répétait qu'elle désirait mourir en douceur, qu'elle désirait mourir en toute dignité. Elle m'a répété ça tout au long de ma vie. Nous parlions chez nous, nous n'avions pas de tabou dans notre famille, nous parlions de tous les sujets ouvertement. Et elle avait été très marquée par le calvaire de ma grand-mère, qui était atteinte d'une maladie incurable de la vue et qui a passé les dernières années de sa vie en allant de son lit
à sa chaise et de sa chaise à son lit. Elle ne voulait en aucun cas devenir dépendante, ni de ses enfants, ni de quiconque. Elle-même a eu cette maladie. À un moment donné, elle allait avoir 90 ans. Elle avait eu une très belle vie. Elle avait été très heureuse. Elle avait beaucoup voyagé. Et à un moment donné, elle m'a dit, ça suffit. Je veux m'en aller. Je perds la vue. Je deviens aveugle. À cet âge, pour moi, ce n'est plus possible de m'habituer. Et je ne désire pas aller dans une maison de repos ou une seigneurie pour passer les dernières années de ma vie. Je veux m'en aller dignement. Aide-moi. J'étais devant un dilemme. Ma mère était toute ma vie, c'était tout pour moi. Une femme très intelligente. Mais avant tout, je devais de respecter sa volonté. C'était sa décision, sa vie. Et en aucun cas, je voulais outrepasser cette liberté. Donc, je me suis mis à la recherche d'un médecin qui pratiquait l'euthanasie. Ce n'est pas chose facile, parce qu'il n'existe pas de liste en Belgique de médecins qui pratiquent l'euthanasie. Heureusement, nous sommes dans un pays qui a dépénalisé l'euthanasie. Par relation, finalement, j'ai été amenée à rencontrer 2 médecins qui étaient d'accord pour pratiquer cette euthanasie. De concert, ma mère et moi, nous avons pensé à tous les détails de cet acte. Nous avons réuni toute la famille une dernière fois. Personne n'était au courant, sauf ses enfants. Nous voulions ce dîner dans la joie, dans le bonheur que nous avions toujours connu, étant issus d'une famille très liée. Et à la fin du repas, j'ai averti les cousins, les cousines, que c'était la dernière fois que nous organisions un repas. À ce moment-là, certains ont désiré revenir vers elle pour lui dire adieu. Quelques jours plus tard, elle s'est réveillée en me disant « Plus que 7 jours !» Et oui, plus que 7 jours. Moi, j'étais anéantie. Elle dormait de mieux en mieux, moi, je dormais de moins en moins. Parce qu'on remarque en Belgique que les personnes qui ont décidé du choix de leur fin de vie sont heureuses d'avoir pris cette décision. Il se fait que nous nous sommes réunis une dernière fois, ces 3 enfants et elle, pour un dernier repas. Je lui ai proposé de prendre un calmant. Elle m'a demandé pourquoi. Moi, j'aurais avalé le tube pour être plus calme. Et puis le lendemain, elle a dormi 2 heures de plus que d'habitude. Et elle a pris un dernier petit déjeuner, me disant je vais prendre une 2e tartine et je vais mettre 1 centimètre de beurre parce que je ne sais pas ce que j'aurai à manger ce midi. J'ai vécu les 3 derniers mois de sa vie 24 heures sur 24 avec elle parce que je ne voulais plus la laisser une seconde sans mon affection, sans mon amour. Et c'était pour moi mon dernier geste d'amour. Alors après ces témoignages, je vais revenir vers la loi Leonetti. Ce sera peut-être un petit peu plus ardu, un petit peu moins facile à écouter, mais je me dois, pour les personnes qui sont présentes, d'expliquer les limites de la loi Leonetti, ce qu'elle permet, ce qu'elle autorise et surtout ce qu'elle interdit. Alors j'en arrive à la législation française et à la loi Leonetti. Alors la première constatation, c'est que la loi Leonetti est mal connue, donc mal appliquée ou pas appliquée du tout. Dès sa sortie, elle a été présentée par l'ADMD et transmise aux adhérents, alors que les principaux intéressés, les médecins en l'occurrence, ne la connaissaient même pas. 7 ans après son vote, elle est encore mal connue dans les hôpitaux, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean Leonetti lui-même. Il y a 500 à 550 000 décès par an, dont environ 150 000 de maladies de longue durée. La mort a changé. On ne meurt pratiquement plus chez soi, mais dans les hôpitaux, seul sans être entouré par des proches. En France, il n'y a pas d'observatoire sur les demandes d'euthanasie
et nous sommes donc obligés de les calculer par rapport à la Belgique ou aux Pays-Bas, ce qui représente en France aux environs de 10 000 demandes par an. Ce ne sont donc pas des cas exceptionnels et isolés, contrairement à ce que les opposants à l'euthanasie nous répètent sans cesse. Mais seul un droit au laisser mourir sans faire mourir a de la sorte été instauré. Et dans quelles conditions? Le malade a le droit de refuser tout traitement, y compris l'alimentation et l'hydratation, ce qui veut dire qu'il va mourir dans des conditions atroces de faim et de soif. Un médecin qui va aider, qui va pousser la seringue pour soulager son malade ne sera pas poursuivi, a le droit de le faire, et le même médecin qui le fait avec l'intention de hâter la mort de son malade est passible de la cour d'assises. C'est là toute l'ambiguïté de la loi Leonetti. Combien de personnes malades ou âgées se suicident chaque année dans des conditions déplorables pour elles-mêmes et pour leur entourage? Essayer de se suicider, c'est aussi prendre le risque de se rater et de se retrouver dans une situation pire que celle que l'on aurait voulu quitter. Je passe la parole au docteur Michel Rexton. Est limitée, car d'une part, actuellement, la grande majorité des patients décèdent à l'hôpital. Et d'autre part, comme vous le savez, on vient d'en parler, l'aide active à mourir est interdite en France. Les seules actions, bien qu'adhérentes à la DMD, ont donc été, et ce, bien avant la loi Leonetti, et comme de nombreux médecins, je pense, d'arrêter des traitements devenus inutiles, les perfusions et autres sondes gastriques destinées à prolonger la survie, et parfois d'augmenter les doses de morphine. Si, historiquement, le médecin était tout-puissant face à un patient démuni, ignorant, ce temps est largement révolu. Les patients sont adultes et le plus souvent bien informés. On peut réfléchir à ma fin de vie. Il y a un certain nombre de choses que je ne voudrais pas vivre ou faire vivre à ma famille, à mes amis. En voici quelques exemples. Mourir asphyxié, souffrir malgré un traitement antalgique optimal. Et on l'a vu, ça arrive. Être cloué au lit, incontinent et ou plein d'escarres, etc. En ayant comme seul espoir que la mort ne tarde pas trop. Un certain nombre de médecins se prononcent contre l'euthanasie. Quelle que soit leur raison, je pense que ce choix doit être respecté. En effet, si on ne peut admettre qu'un médecin impose à ses patients ses croyances, on doit accepter que celui-ci ait ses propres convictions. Je pense que mon confrère belge, le docteur Delotte, nous en parlera. Mais de grâce, que l'on laisse aux médecins qui acceptent d'accéder à la demande de leurs patients la possibilité de le faire. Enfin, je voudrais terminer sur la solitude du médecin de famille français face à cette demande. S'il accepte, il est dans l'illégalité. Certaines affaires récentes ont défrayé la chronique. Certains médecins osent défier la loi, mais ils sont l'exception. De plus, il ne sait pas faire. Vous venez d'entendre à ce sujet le témoignage édifiant de Madame Sylviane Lemaire. Enfin, alors que nos confrères belges, luxembourgeois et hollandais utilisent des produits qui procurent une mort rapide et sans souffrance, le médecin de ville français n'a pas accès à ces produits. Pour conclure, toutes ces raisons font que j'adhère totalement au combat de l'ADMD dans le but d'obtenir une légalisation de l'euthanasie. Je vous remercie. Bonsoir. Je vais d'abord très brièvement vous expliquer la loi. Donc, il y a depuis le mois de mai 2002 une loi qui dépénalise l'euthanasie, à condition, bien entendu, qu'on respecte les 3 critères fondamentaux. Si on ne les respecte pas, l'euthanasie reste bien entendu condamnable en Belgique. Il y a 3 conditions fondamentales. Le patient doit être majeur ou mineur émancipé, capable et conscient au moment de sa demande. Le patient doit faire
la demande de manière volontaire, réfléchie et répétée. Cette demande ne doit pas résulter d'une pression extérieure. Donc c'est la deuxième condition. Troisième condition, il doit être atteint d'une maladie grave, incurable, et qui entraîne des souffrances physiques et psychiques insupportables et inguérissables. Donc c'est bien clair, il y a trois conditions fondamentales. Et une euthanasie à domicile, je dois bien entendu être le médecin traitant de la personne. Donc un inconnu ne peut pas venir sonner à ma porte en disant « je veux être euthanasié ». Bon, la loi est très claire, c'est le patient qui décide, lui seul, de vouloir terminer sa vie par une euthanasie. Bon, nous rencontrons parfois des problèmes, évidemment les familles ne sont pas du même avis. Une clause de conscience, le médecin est autorisé à refuser une euthanasie. Dans ce cas-là, le patient doit changer de médecin. Quand une euthanasie a été pratiquée, nous médecins devons ensuite envoyer un rapport à la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation. C'est une commission qui est composée de médecins et de juristes qui va examiner et vérifier le respect de la législation. Je n'ai pas le permis de tuer. Je crois que ça c'est bien clair. Qui je suis? Bon, très modestement, je suis un médecin généraliste depuis bientôt 40 ans. J'ai essayé tout au long de ma carrière d'être à l'écoute de mes patients. J'essaye de juguler la souffrance de mes patients. C'est pas toujours possible. J'essaye de les accompagner quand la souffrance déborde et devient mutilante, ce que malheureusement nous rencontrons. J'étais très étonné en lisant certains journaux français d'un article publié dans le journal La Croix par un professeur honoraire de l'Académie nationale de médecine à Paris, qui prétend que le médecin qui pratique une euthanasie n'est plus un médecin. Prendre le désir de mourir chez un patient qui est épuisé par sa lutte contre la maladie et aussi parfois par l'image qu'il a de lui, altéré par la souffrance. Et très modestement, j'essaie d'être un être humain qui donne les derniers soins à un autre être humain. Et cet être humain me dit merci et au revoir. Je garde en mémoire quelques exemples que je vais rapidement vous raconter sur ce qui se passait avant la loi de dépénalisation de l'euthanasie. Après la loi de 2002, j'ai donc aidé des patients gravement malades à partir. C'était plus facile. À domicile, donc je pratique des euthanasies. Je ne les pratique pas tout seul. Je suis souvent accompagné par un autre médecin et par des équipes de soins palliatifs. Pendant que le médecin assisté de l'infirmière lui injectait les produits, nous nous sommes dit des mots d'amour. Un deuxième témoignage d'une patiente chez qui l'euthanasie est actuellement refusée. Donc c'est pour confirmer qu'en Belgique, on ne fait pas tout et n'importe quoi. Je crois que c'est important de le dire. Tout le monde peut attraper cette maladie, riche ou pauvre. Donc chez cette personne, l'euthanasie est actuellement refusée. Nous sommes obligés en Belgique de demander l'avis d'un médecin spécialiste de la maladie en question ou d'un psychiatre. En Belgique, et je pense en Suisse aussi actuellement,
médecins belges, on a des difficultés avec les maladies mentales. Téléphoné en Suisse aux 2 associations dont on a parlé. Le gouvernement suisse est devenu beaucoup plus sévère depuis quelque temps pour les maladies mentales. Les euthanasies en Suisse sont quand même réservées à des gens riches. D'après le dernier coup de téléphone que j'ai eu, une euthanasie à Zurich coûte 10 000 francs suisses. Je vais terminer très brièvement. On a un petit peu parlé de l'euthanasie et des soins palliatifs. Pour moi, ils sont tout à fait complémentaires. Et j'ai besoin des soins palliatifs. Et je pense qu'en Belgique, on a la chance d'avoir des équipes de soins palliatifs très efficaces. Je voudrais simplement conclure en disant que toutes les demandes d'euthanasie doivent être écoutées et reçues avec beaucoup de compréhension. Une demande d'euthanasie, je m'en suis souvent rendu compte, est un appel à l'aide. C'est pour ça qu'il faut écouter, encore écouter et parler. On l'a dit, on le répète, l'euthanasie, c'est l'ultime liberté. On choisit l'heure et la manière de sa mort. Mais je voudrais quand même dire que c'est une charge très lourde pour le médecin. Et ce n'est pas toujours facile. Merci de votre attention. Je continuerai à me battre pour que ça n'arrive plus jamais et que les gens puissent mourir comme ils le souhaitent. Voilà, je vais passer la parole à Jean-Claude pour la conclusion et puis après on pourra passer aux questions-réponses si vous le souhaitez. Merci. On n'a pas assisté ce soir à un grand exposé théorique sur l'euthanasie et je dois dire que c'est de loin préférable. Je crois qu'on était dans le cadre de témoignages et ça nous a tous, je le suppose, beaucoup touchés. Pour être très bref, je voudrais simplement, au nom de l'ADMD, mais aussi en votre nom, si vous le permettez, remercier les personnes qui sont intervenues, parce qu'il s'agissait, comme je le disais tout de suite, de témoignages. Je voudrais rendre hommage à Sylviane Lemaine. Je suis allé il y a quelques temps sur quelques mois, peut-être 1 an ou 2, sur le site qu'elle a mis en place et j'ai pu mesurer à l'époque tout le courage qu'elle avait pu avoir face à la maladie de sa fille, le courage de sa fille elle-même. Si un jour vous en avez l'occasion, allez sur ce site. C'est bien sûr un moment pénible, un moment difficile, mais c'est un témoignage essentiel. Je voudrais aussi remercier Christine, et puis remercier bien sûr les médecins qui sont venus témoigner ici. Je voudrais simplement souligner, avant de vous donner la parole, qu'ils nous ont tous parlé, à moins que je n'ai pas bien suivi tout ce qui nous a été dit, ils nous ont plus parlé de souffrance que de douleur. On parle trop souvent de la douleur, on oublie la souffrance. Donc qu'on arrête de nous barber avec cette histoire d'interdituer. Quand un médecin accepte et peut délivrer la personne, en fait, on ne peut pas imaginer un instant qu'il la tue, il la délivre. Et c'est un acte humain et pratique, et c'est de cela qu'il est question.